Le système médiatique est pyramidal. Ceux qui possèdent les médias s'offrent le luxe d'être des faiseurs de rôles. Bernard Arnault, première fortune de France, a la main sur Les Échos et Le Parisien. Xavier Niel, 12e fortune, un peu plus modeste, mais quand même, il a la main sur l'Obs, Le Monde, La Vie, Télérama, Courrier International. Bien sûr, Bolloré, qui a fait irruption dans ce microcosme, il a un peu secoué, il faut le dire, avec Canal+, le JDD ou Europe 1. Selon le média de gauche Basta, 4 ultra riches, je cite, représentent près de 60% des audiences télévisées. Merci beaucoup Victor, merci à tous, merci pour cette invitation. Pouvoir des médias. Le JT de TF1, c'est 5 millions de téléspectateurs quotidiens. Netflix, que Victor vient de mentionner, 300 millions d'abonnés à travers le monde. Kim Kardashian, c'est 360 millions de followers seulement sur Instagram. En d'autres termes, un être humain sur 20 suit Kim Kardashian. Alors je ne voulais pas commencer en vous faisant perdre tout espoir en l'humanité, au contraire. Parce qu'il y a 15 ans, le JT, c'était 10 millions de téléspectateurs, 2 fois plus, seulement sur TF1. Le 20h n'est plus la grand-messe informationnelle des Français. Il y a 15 ans, Netflix n'avait pas percé. Et il y a 15 ans, Kim Kardashian non plus. Elle était à peine connue. Et d'ailleurs, elle est déjà passée de mode aujourd'hui. Elle est déjà has-been, comme on dit, puisqu'évidemment, la foule mondiale change de favorite plus rapidement que nos anciens monarques. Bon bref, le paysage médiatique a été bouleversé en quelques années. Et donc la fabrique des esprits. Et donc le pouvoir médiatique dont je dois vous parler aujourd'hui. Alors peut-être n'irons-nous pas jusqu'à la prise de pouvoir médiatique. Mais au moins, peut-être pouvons-nous profiter des opportunités qui s'ouvrent. Le monde médiatique bascule et nous pouvons aussi le bousculer. Avec de l'innovation, avec des moyens financiers, avec la capacité à faire émerger une galaxie alternative unie et surtout, peut-être avec de nouvelles figures. Victor me demandait d'évoquer aussi la capacité d'un État. Il a un peu mentionné mon passif. Je vais déjà écarter cette hypothèse. Elle est peut-être devenue inadaptée aux circonstances. Donc vous me permettrez un peu de subjectivité pendant quelques instants. Comme Victor le disait, j'ai travaillé pendant près de 10 ans pour les médias publics russes. Si c'était à refaire, je le referais. J'ai été rédacteur en chef de Sputnik, de RT France. Je pense à titre personnel que nous avons essayé de contribuer à diversifier les opinions pendant quelques années. À titre personnel, je ne l'ai jamais vécu comme une ingérence. J'ai vécu cela comme un pont entre la France et la Russie, ayant moi-même des attaches là-bas. Je pense que la tragédie de la guerre en Ukraine aurait dû être évitée si on avait bien voulu s'écouter et se comprendre. Et je pense que la censure de ces médias a été arbitraire et liberticide. Mais passons. Car n'en pas les questions. De facto, les normes sont devenues trop restrictives avec la loi sur les ingérences étrangères. Mais surtout, je reviens peut-être davantage à ce qui pourrait vous concerner, cette option n'est-elle plus nécessaire car 5, 6, 10 ans plus tard, nos ressources hexagonales semblent meilleures. Je ferme donc cette parenthèse. Les perspectives sont meilleures. Un exemple m'a frappé. Je discutais il y a 10 ans, quand je commençais donc dans ce métier, avec Jean-Yves Le Gallou, que beaucoup d'entre vous connaissent bien sûr. Je discutais avec lui alors que je venais d'organiser un débat. Il me disait en substance, nous n'avons pas de débat en France, nous sommes en train de crever de l'absence de débat. Il avait raison à l'époque. Mais 10 ans plus tard, eh bien, nous ne sommes pas morts. Nous ne sommes pas morts parce que le débat est revenu. Indirectement, par plateformes interposées peut-être, mais il est là. Bien sûr, les tentatives de censure continuent et ne risquent pas de s'estomper. L'affaire C8, bien sûr, défaite pour la liberté d'expression, avec des juges non élus qui ont expulsé du champ de l'acceptable un média, pour de mauvaises plaisanteries peut-être, et une absence de pluralisme qui n'est évidemment pas exigée chez France Inter. Mais en même temps, il y a des avancées. Quand Julien Pain de France Info a appris en janvier dernier que Zuckerberg et Facebook remettraient en cause le fact-checking, comme on dit, ou le flicage des faits sur les réseaux sociaux, il était catastrophé. Il est évident qu'un régime devient autoritaire à partir du moment où il cherche à contrôler les opinions. Même l'intelligence artificielle est capable de vous répondre cela si vous lui posez la question. D'ailleurs, je parle de contrôle par la censure, ou même sur le couvert, encore une fois, couvert retors de fact-checking. Parce que quand Julien Pain, pour le citer encore, assène que tel ou tel argument relève du complotisme ou convoque un ami pour confirmer ses dires, eh ben, on peut avoir des doutes raisonnablement sur sa bonne foi ou son intelligence. Tout le paradoxe des médias dominants, réseaux sociaux compris,
c'est qu'ils se veulent un contre-pouvoir, mais ils s'avèrent être, dans les faits, des piliers de l'ordre établi. Le journalisme est en théorie un beau métier, une vocation même, mais évidemment les médias dominants jouent mal le rôle de contre-pouvoir. Il y a indéniablement une servilité médiatique, je ne vous apprends rien, même si vous l'observez plus que vous ne le vivez potentiellement. Les journalistes apprennent très tôt le conformisme. Le système médiatique les y incite. Emmanuel Macron, vous le savez déjà, a été le candidat des médias. Vous l'avez remarqué quand l'ensemble de la caste médiatique a appelé à voter pour lui, à voter une nouvelle fois pour lui, lors des dernières élections présidentielles. Mais vous n'avez pas vu des relections, par exemple, qui ont permis d'imposer, à l'époque, ce jeune ministre de 36 ans, inconnu du grand public ou presque, en 2016, un ancien ministre des Affaires étrangères, pourtant bien vu de la droite, je ne parle pas de Villepin, je ne sais pas si je dois le citer. Dois-je le citer? Bon, il s'agit d'Hubert Védrine. Avait réuni chez lui d'anciens ministres, des patrons du CAC et de nombreux journalistes pour faciliter la victoire d'Emmanuel Macron. Parmi eux, Niel, Elkrief, Barbier. Le mot d'ordre, imposer le narratif de Macron, le révolutionnaire, le disruptif. C'est ce que vous avez entendu, c'est ce que vous avez lu, c'est ce que vous avez vu. Parce que dans les coulisses, il y avait eu cette entente. Le système médiatique est pyramidal. Ceux qui possèdent les médias s'offrent le luxe d'être des faiseurs de rôles. Bernard Arnault, première fortune de France, a la main sur les Échos et le Parisien. Xavier Niel, 12e fortune, un peu plus modeste, mais quand même, il a la main sur l'Obs, Le Monde, La Vie, Télérama, Courrier International. Drahi, il est quant à lui le patron de RMC, de BFM TV, il est soutien de Libération. Dassault, il a dans sa poche Le Figaro, Bouygues, TF1 LCI. Rodolphe Saadé, BFM TV, RMC ou encore La Tribune. Bien sûr, Bolloré, qui a fait irruption dans ce microcosme, il a un peu secoué, il faut le dire, avec Canal+, le JDD ou Europe 1. Selon le média de gauche Basta, 4 ultra riches, je cite, représentent près de 60% des audiences télévisées. Mais la gauche se garde bien de rappeler que l'État français compte parmi ces super riches et maîtrise France Télévisions, Radio France, France Média Monde, l'AFP, piliers de l'ordre médiatique actuel. Payés par vos infos, cela va sans dire. Les médias portent l'idéologie libérale libertaire dominante qui est rejetée de toutes parts. Alors, je n'ai pas trouvé de meilleure expression, meilleure description depuis quelques années de celle-ci. Alors, ce n'est pas une doctrine, nous serons peut-être d'accord, c'est l'agrégat de toutes les opinions destructrices et dominantes depuis au moins un demi-siècle. C'est la fusion paradoxale, on pourrait dire contre nature, de l'extrême centre et de l'ultra-gauche. De capitaux qui parviennent à acheter les pulsions libertaires. C'est l'idéologie, vous le savez, d'une lutte des sexes, d'une lutte des races qui a remplacé la lutte des classes. C'est l'esprit des bobos à la croisée du nivellement par le bas, de l'absurde, du ricanement et de la détestation de soi. Quotidien, à mon sens, est peut-être le meilleur symbole de cette information cynique et ricanante. Alors, cette idéologie libérale libertaire vous assaille, elle est, pour reprendre une formule de Tocqueville, une pression immense de l'esprit de tous sur l'intelligence de chacun. Et il en faut du courage pour rompre cette pression immense. Et pourtant, je l'ai déjà dit, le courage ne manque plus en France, même au cœur du mainstream. Néo, Le Crayon, sont des médias qui ont contribué à dynamiter l'ordre établi avec des contenus qui rompent avec ce dogme. Il a aussi été pris par la gauche. On peut bien leur accorder. Blast, le média, font à leur manière un travail de sape. Blast a été lancé d'ailleurs en 2021 avec une levée de fonds web ayant atteint près de 1 million d'euros. Pour un média de gauche, alors que le milieu était plutôt habitué aux subventions, c'était remarquable. Puis j'ai évoqué Bolloré. Alors il est évident que son influence depuis 4 ans a été considérable. CNews, JDD, Europe 1, vous les lisez, vous les regardez. Le clergé médiatique, lui, a découvert une nouvelle hérésie. Pascal Praud fâche, tout en restant, me semble-t-il, dans les limites de l'acceptable. Victor disait que je travaillais désormais chez TV Liberté. Martial Bild, qui est mon directeur et j'espère un ami, directeur de la rédaction de TVL, qualifie avec, à mon sens, sans flatterie pour mon patron, ces chaînes de médias de transition. Elles sont au cœur d'une mainstream et font évoluer le mainstream de manière globalement positive, sans pour autant épuiser le besoin d'alternatives. Prenez la crise du Covid, la guerre à Gaza, celle en Ukraine, avant cela les gilets jaunes. Durant toutes ces crises, le besoin s'est fait sentir d'une voie alternative qui n'était pas apportée par le mainstream. Aujourd'hui, les médias alternatifs sont de plus en plus nombreux. En arrivant, j'ai évidemment remarqué des têtes bien connues. Radio Courtoisie, Tocsin, Frontières, TVL et j'en passe. Et je pourrais continuer la liste. On pourrait même croire que le marché du média alternatif est devenu saturé. Mais personne
ne se rend dans une rue où il n'y a qu'un seul restaurant. Par contre, quand il y en a 20, le quartier devient un lieu de vie. Les propos foisonnent, les rires éclatent, les disputes aussi, mais peu importe. Peu importe parce qu'une véritable galaxie est née en quelques années, avec des succès. Pour n'en citer qu'un seul, ma collègue Élise Blaise parvient à atteindre au meilleur jour 400 000 vues avec son JT, son journal télévisé. Alors, pourquoi, comment? Pour les médias alternatifs, la clé, ça a été la technologie, vous le savez, vous avez tous dans la poche un iPhone ou un téléphone portable. Et l'économie, bien sûr, ça peut-être, c'est quelque chose à souligner. Le système alternatif est né parce que les moyens le permettaient, donc avec le développement des plateformes et des réseaux sociaux, ce qui n'était pas le cas il y a 2 décennies. Des réseaux sociaux plus difficilement contrôlables, même si bien sûr les tentatives existent, et surtout moins coûteux. Nous sommes passés, très prosaïquement, nous sommes passés d'une caméra coûtant plusieurs dizaines de milliers d'euros à des vidéos ou à des podcasts pris à l'iPhone. Et puis, signe des temps, des présentateurs comme Guillaume Play, Hanouna, Squeezie, vraiment le mainstream, basculent sur un modèle ou percent sur un modèle que les médias alternatifs occupent depuis 10 ans ou plus. Ce qui en dit long, en fait, sur, quand même, soyons optimistes, notre avant-gardisme. Pour les médias alternatifs, ensuite, la deuxième clé a été le modèle économique garantissant l'indépendance. Plusieurs milliers de donateurs offrent quotidiennement à la rédaction pour laquelle je travaille sa liberté, s'il y en a ici, qu'ils en soient remerciés. Et si d'ailleurs, même s'ils donnent à d'autres, qu'ils en soient aussi remerciés. Ils permettent une ligne éditoriale, une liberté éditoriale, et ils permettent plus encore de sortir du modèle des grandes fortunes que certains qualifieront d'oligarchique et que j'ai mentionné il y a quelques instants. Bien sûr, nous avons aussi les défauts de nos qualités. Le modèle du don est fragile. Il implique une remise en cause perpétuelle. Mais il n'est pas impossible qu'un nouveau modèle émerge à mesure que le public s'élargit et évolue avec de nouvelles habitudes, notamment avec des plateformes VOD, de vidéos à la demande, suivant l'essor technologique de Netflix, d'Amazon Prime, etc., impliquant donc des abonnements. Bienvenue sur la chaîne d'Academia Christiana. Vous êtes aujourd'hui plus de 15 000 abonnés sur YouTube, des milliers à écouter nos podcasts et à suivre nos contenus chaque semaine. Grâce à vous, nous faisons bouger les lignes, nous offrons une réflexion alternative et nous donnons la parole à des témoins d'exception. Vous êtes nombreux à nous envoyer des messages de soutien et je tiens à vous remercier du fond du cœur. Mais aujourd'hui, j'ai un message important à vous adresser. Nous avons besoin de vous. Nos contenus, nos formations, nos événements, tout cela n'existe que grâce à votre soutien. Et chers amis, nous sommes à un tournant. Les conversions explosent, la jeunesse se réveille, la quête de sens et d'enracinement n'a jamais été aussi forte. Mais face à cela, nos adversaires ne restent pas inactifs. Ils investissent des moyens colossaux pour imposer leur vision du monde. Alors nous devons répondre présent. Notre mission ? Faire rayonner l'évangile et la culture chrétienne. Former des hommes et des femmes de conviction capables de s'engager. Développer des communautés locales pour structurer la résistance et la reconstruction. Acheter et rénover un lieu qui sera une véritable ruche du bien commun. Un carrefour d'enracinement où nous pourrons bâtir, transmettre et former ensemble. Mais pour cela, nous avons besoin de vous. Comment nous aider concrètement ? Likez cette vidéo, abonnez-vous et partagez-la. Plus nous serons visibles et plus notre message portera loin. Et aussi inscrivez-vous à nos événements, le Congrès du bien commun, les universités d'été, les Feux de la Saint-Jean, les férias, les sessions de formation. Tout est sur notre site internet academiachristiana.org. Mais enfin, et le plus important, faites un don. Votre soutien financier est essentiel. Si vous adhérez à notre association, l'association culturelle d'éducation intégrale, vous allez rejoindre un réseau d'entraide. Vous aurez un espace membre exclusif et vous pourrez contribuer directement à nos projets. En faisant un don, vous nous donnez les moyens d'agir, d'organiser encore plus d'événements, de renforcer notre présence, de bâtir des lieux concrets pour former et transmettre. Alors ne restez pas des spectateurs, c'est ensemble avec vous que nous allons pouvoir bâtir une renaissance catholique et enracinée. Nous sommes l'espoir d'un réveil, nous sommes le ferment d'une civilisation qui refuse de disparaître. Il compte sur vous, je compte sur vous. Faites un don dès maintenant, tout devient possible avec vous. Vous pouvez nous soutenir sur academiachristiana.org. Et puis troisièmement, il existe quand même un défi plus politique. Le politique en France n'a pas toujours misé sur l'alternatif. Contrairement par exemple aux États-Unis, vous le savez tous, nous vivons dans l'ère du retour de Donald Trump. J'étais, il y a pas loin de 10 ans aussi,
à Washington quand Donald Trump avait gagné les primaires républicaines et s'apprêtait donc à être élu une première fois. J'ai fait le tour des QG de campagne. Les QG de campagne étaient vides, absolument vides. En fait, Donald Trump a gagné sa première campagne avec son téléphone et son compte Twitter. Mais il a été réélu avec une nébuleuse de médias alternatifs. Peut-être sa deuxième victoire, aussi écrasante, aurait-elle été impossible sans celle-ci. Le plus grand ambassadeur de cette nouvelle vague médiatique, évidemment, vous le connaissez, c'est Tucker Carlson. Et pour Trump, être sur CNN ou Fox importe moins désormais que de s'adresser à son électorat. Alors en France, je cite encore mon média, vous m'en excuserez, TVL c'est 2,5 millions de visiteurs uniques par mois. On pourrait estimer globalement que la galaxie alternative compte 5 millions de visiteurs uniques par mois. Soit plus d'un dixième, près d'un dixième du corps électoral. Et d'ailleurs, on peut-être élargir un peu et estimer à 10 millions si on compte les influenceurs et les rebonds éventuels qui viennent d'un peu partout. Donc c'est une force sur laquelle il faudra désormais compter. Je me permettrai de conclure en m'adressant à ceux parmi vous qui seraient tentés de se lancer. Alors d'abord, pour vous inciter, si certains ici ne l'ont pas fait, ne l'ont pas encore fait, même si j'en doute quand même un peu, puisque Victor me disait que vous étiez aussi cultivé que combatif, donc à rompre l'emprise médiatique. Je parle d'emprise, d'ailleurs c'était le sous-titre de mon bouquin sur Netflix, parce que les médias veulent du temps de cerveau disponible. Et nous leur en donnons évidemment, nous sommes curieux, nous voulons de l'information. Mais il y a aussi une réalité physiologique. Affalés sur notre canapé ou même dans notre lit le soir, nous sommes vulnérables. Quand nous ouvrons les médias, nous sommes vulnérables. Nous nous abandonnons d'une certaine manière. Notre cerveau est la recherche de stimuli. Chaque émotion qu'un média provoque, qu'un influenceur provoque, qu'une série sur Netflix provoque, est un stimuli. Le rire, l'excitation, la colère. Et votre cerveau vous en demande sans cesse davantage. Donc bâtissez en fait votre forteresse. Vous me permettrez de vous demander ça. Quand nous avons le sentiment d'être perdus, comme c'est souvent le cas dans le monde actuel, nous avons besoin de repères. La famille, est évidemment la base. Quand on a des enfants à nourrir, on ne binge-watch plus Netflix. Quand on va à la messe le dimanche, quand on se retrouve avec de bons amis, quand on cogne dans un sac de frappe ou quand l'on brode, eh bien on prend soin de son âme et de son corps et on devient moins vulnérable. Parce que les médias et le divertissement prospèrent sur notre laisser-aller, qui est la porte ouverte à la vulnérabilité. Donc avoir de la tenue, c'est la première des forteresses. Alors, ensuite, pour rompre le cycle de la dépendance, nous pourrions faire encore plus. Et là, je m'adresse à la poignée d'entre vous qui, peut-être, auraient envie d'être journaliste au sens le plus large, de prendre la parole. Le journalisme, je vous l'ai déjà dit, reste un beau métier. Et c'est à proprement parler un métier. Depuis que je recrute des journalistes, j'ai eu le sentiment que les meilleurs d'entre eux sont souvent, pas toujours, d'anciens militants. Avec l'essor des écoles de journalisme, c'est un profil qui est devenu rare. Les autodidactes sont devenus rares. Mais un militant voit les choses que les autres ne voient pas. Une crise politique prend un sens plus aigu pour quelqu'un qui a vécu ces choses-là. Mais en même temps, il ne suffit pas de donner un micro à un militant pour faire de lui un journaliste ou même un influenceur. À un moment, il doit admettre que les faits ont plus de valeur que les valeurs. Voilà, si je devais résumer ça ainsi. Je pourrais dire la vérité, mais j'aurais un petit peu peur d'être grandiloquent. L'essentiel, en fait, c'est d'apprendre à s'effacer, ce qui n'est pas le propre du journalisme, évidemment, ces dernières années, envahi par des chroniqueurs et des auditocrates prétentieux, ne connaissant rien au terrain, si ce n'est même à la terre de France, et je vous dis ça en étant moi-même très parisien. Le journalisme, au fond, c'est un peu, encore une fois avec un peu de grandiloquence, c'est un peu être philosophe. Il doit savoir, le journaliste, qu'il ne sait pas. Il doit vouloir comprendre les gens tels qu'ils se comprennent eux-mêmes. Mais il doit connaître son métier. L'angle, par exemple, c'est-à-dire la manière d'aborder ou de restituer un sujet, que cela soit à l'écrit ou à l'écran ou derrière un micro à la radio. Conduire un entretien, maîtriser les mécanismes de l'actualité, rédiger un séquencier avant un reportage, c'est-à-dire le préparer, ça ne s'improvise pas. Il ne suffit pas, en clair, de bien écrire ou de bien parler, même si évidemment c'est un bon début. C'est cette révolution qui a été opérée depuis 10 ans, en plus de l'apport technique, de l'apport économique, de l'apport politique. C'est cette révolution qui a été opérée depuis 10 ans donc dans les médias alternatifs, où nous sommes passés de la réinformation à l'information. Alors, j'espère avoir fait un tour des médias alternatifs,
Mais je finirai par l'exigence d'exemplarité, qui est exprimée en fait dans la charte de Munich, que certains connaissent, mais que trop de monde ignore. Elle a été adoptée en 1971 par la Fédération européenne du journalisme. Elle compte 10 devoirs, 5 droits. En voici quelques-uns. Alors, respecter la vérité, bien sûr, quelles qu'en puissent être les conséquences pour lui-même, pour le journaliste. Publier seulement les informations dont l'origine est connue ou les accompagner, si c'est nécessaire, des réserves qui s'imposent. Et ne pas supprimer les informations essentielles et ne pas altérer les textes et les documents. Ensuite, ne pas user de méthodes déloyales pour obtenir des informations. Ne jamais confondre le métier de journaliste avec celui de publicitaire ou de propagandiste. N'accepter aucune consigne, directe ou indirecte, des annonceurs. Et puis s'interdire le plagiat, la calomnie, la diffamation, les accusations sans fondement. Pour avoir vécu ça, je me permets de le souligner, c'est quelque chose, c'est un pouvoir et le vivre, c'est d'une importance décisive. Alors, je conclus donc par ce défi d'exemplarité. Devenir journaliste, c'est encore une fois un beau métier, c'est une vocation. Je conclus en vous disant que je pilote avec un collègue, un ami, Lucas Chancerel, qui est quelques rangs plus loin, un projet de nouveaux médias pour le groupe TV Liberté. Et nous sommes à la recherche de toutes les bonnes volontés. Donc nous nous retrouverons quelques mètres plus loin si vous avez quelque chose à dire. Voilà. Merci à tous. Merci Victor. Je vais donner la parole à Louis, qui est le fondateur et directeur de